développement mobile depuis 12 ans, qui va nous guider à travers les méandres de la conception en nous révélant les secrets pour éviter les pièges de la suringénierie tout en maintenant la qualité de nos projets. Que la conférence commence! Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du produit entre la qualité et l'over-engineering. Généralement, lorsqu'on commence à créer un nouveau produit ou à développer un nouveau logiciel, on cherche toujours à avoir un produit final de qualité. C'est le cas normal. Sauf que, parfois, pendant cette quête de qualité, on risque de tomber dans le piège de l'over-engineering et on finit par avoir un produit très sophistiqué, peu performant à force de trop en faire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les différentes raisons de l'over-engineering et à la fin de cette présentation, je vais vous donner quelques tips pour éviter ce piège. Donc, je m'appelle Jienne Mejri, je suis Chapter Lead iOS chez Beforbank et je fais partie de la communauté des organisateurs de GDG Paris. Pour commencer, est-ce que vous avez déjà eu des produits qui étaient très compliqués à utiliser à cause de l'over-engineering? Je rappelle, un produit peut être un logiciel, une application, un clavier, une souris, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez des exemples en tête? Oui. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Dans l'industrie automobile, prenons l'exemple d'une voiture. Donc, une voiture, elle est définie par quoi? Une voiture, elle a un moteur qui est lié à 4 roues. Elle a un volant, des sièges, des fenêtres qui sont utiles pour le conducteur, des portes qui permettent aux passagers d'entrer et de sortir, et des pédales qui permettent d'accélérer et de freiner. Donc, quel que soit le modèle, l'année de fabrication de la voiture, on a toujours les mêmes composants de base tout le temps, en fait. Donc, pourquoi? Parce qu'une voiture, elle a un rôle principal, c'est de ramener un passager d'un point A vers une destination B de la manière la plus sécurisée, la plus efficace possible. Certainement, aujourd'hui, on a des voitures hybrides, électriques, des voitures équipées par des ordinateurs de bord qui nous permettent de rester en communication via satellite, GPS, radio, etc. Sauf que les fonctionnalités de base d'une voiture, elles étaient là déjà depuis les toutes premières générations, voire depuis l'invention de la voiture. Et maintenant, si on avait une voiture avec des ailes, exactement comme un avion, cela pourrait nous éviter de percuter d'autres voitures ou de finir dans une falaise, et surtout, en fait, cela pourrait nous éviter ou d'augmenter nos chances de rester en sécurité. Donc cette idée, elle était tellement attractive que le modèle Convercar a vu le jour en 1947 en Californie. Pareil, pourquoi on a exactement 4 roues par voiture? Pourquoi ne pas avoir plus? Comme ça, en fait, le jour où un pneu éclaterait, on aura d'autres pneus qui vont nous permettre d'avancer jusqu'à la prochaine station de service. Tranquille. Pareil pour les moteurs. Aujourd'hui, on a un seul moteur par voiture. Pourquoi ne pas avoir 2 ou 3? Comme ça, si le premier moteur tombe en panne, on aura un deuxième moteur qui va nous permettre d'arriver à notre destination sans problème. Les exemples que vous voyez sur l'écran, en fait, ils ne sont plus en fait, commercialisés aujourd'hui sur le marché. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne valent ni le coût, ni l'effort supplémentaire nécessaire pour les mettre en place dans une voiture. Reprenons l'exemple des roues. Aujourd'hui, on a exactement 4 roues par voiture, parce que 4, c'est le nombre optimal qui va permettre à une voiture d'avancer d'un point A vers un point B. En ayant moins, on risque de perdre la stabilité de la voiture en termes de maniabilité. En ayant plus, on risque de faire augmenter les frais de fabrication de la voiture à cause des frais supplémentaires, des pneus supplémentaires, en plus les frais supplémentaires des composants mécaniques qui vont permettre d'accueillir ces pneus supplémentaires dans la voiture. Pareil pour les moteurs. Aujourd'hui, on a un seul moteur par voiture, parce que, en fait, si on aura plus, on risque de faire déjà, d'une part, augmenter les frais de consommation de carburant. D'autre part, ça fait augmenter en fait, le frais de fabrication de la voiture à cause des frais supplémentaires des moteurs supplémentaires et les frais supplémentaires de l'ingénierie qui va permettre de mettre en place ces moteurs supplémentaires dans la structure mécanique de la voiture. Donc, toutes ces idées que je viens de présenter représentent une sorte d'over-engineering parce qu'elles ne permettent pas d'améliorer la qualité d'une voiture ou à répondre à des besoins de clients, mais elle cause l'augmentation des frais de fabrication de la voiture à un point que le prix d'une voiture risque d'être hors portée de la plupart des consommateurs sur le marché.
Maintenant, il est simple d'identifier l'overengineering dans le cas d'une voiture, parce que les causes et les effets sont facilement mesurables. On sait très bien combien ça coûte les composants, que ce soit d'un point de vue pièces ou main-d'œuvre. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué en fait, d'identifier l'overengineering pour le cas de développement logiciel. Prenons un exemple très simple, un exemple Hello World. Donc, ce code il permet d'afficher un simple message sur l'écran. Donc, tous les développeurs ici savent très bien pour afficher un message, il suffit d'écrire une seule ligne de code, peu importe le langage de programmation. Ici, le développeur il a pris entre 30 et 40 lignes de code pour faire cela. En fait. Pourquoi? Parce qu'il a créé une nouvelle classe qui va être réutilisable pour afficher le message. Et dans cette classe-là, en fait, il a développé une méthode qui s'appelle format message, qui permet de formater le message, rajouter des emojis au début et de la fin de message. Une deuxième méthode qui permet d'afficher en fait, le message dans un thread séparé avec un décalage d'une seconde. Je ne sais pas pourquoi le développeur il a fait ça, mais je vous assure que c'est un code réel. Je l'ai vu pendant ma carrière professionnelle. Et je pense qu'on a tous subi ce genre de code en arrivant dans une nouvelle boîte, en commençant à travailler sur un nouveau projet qui est déjà existant. Et peut-être aussi qu'on l'a fait subir aux autres. Donc maintenant, comment on peut dire et à quel moment on peut dire que le développeur il a bien fait son boulot, il a développé un code de qualité, et à quel moment on peut dire que le développeur a franchi la limite de l'overengineering? Donc, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre la notion de qualité logicielle. Cette notion, elle est un petit peu, en fait, chacun, parfois, il a sa définition de la qualité logicielle, ça dépend le profil, la personne. Même en cherchant sur Google, j'ai trouvé pas mal de définitions qui sont parfois très différentes. Donc, sur Wikipédia, par exemple, ils disent que la qualité logicielle, c'est la capacité du logiciel à correspondre à ses exigences fonctionnelles et aux exigences non fonctionnelles. Donc, pour les exigences fonctionnelles, c'est simple. Il s'agit des caractéristiques fonctionnelles du produit. Donc, qu'est-ce que le logiciel sait faire? Sa raison d'être d'un point de vue produit et fonctionnel. Par contre, les exigences non fonctionnelles, c'est plutôt les caractéristiques générales d'un système, qui définissent un système, et on peut aussi les appeler les attributs de qualité, qui sont la maintenabilité, la sécurité, la scalabilité, les performances, etc. Alors, de mon côté, je n'aime pas trop cette définition parce qu'elle représente la qualité logicielle comme un rétroviseur. Or, dans la vraie vie, on ne peut jamais définir en fait, les exigences non fonctionnelles dès le départ d'un projet. Et même si on arrive à le deviner, en fait, les paramètres externes risquent de changer tout le temps, donc c'est très compliqué. Pour mieux vous expliquer ce point, en fait, je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons qu'on va développer un logiciel qui va être utilisé par des millions d'utilisateurs. Donc, dès le départ du projet, on va prendre ce facteur, le fait que le logiciel il va être utilisé par des millions d'utilisateurs, et on va l'appliquer sur toutes les exigences non fonctionnelles, dès le départ. Donc, on va l'appliquer sur les performances, la scalabilité, la testabilité, etc. Donc, et si on n'aura jamais ces millions d'utilisateurs, on va avoir au final un produit final surconçu, qui nous a coûté beaucoup, en fait, très cher pour qu'il soit développé et qui nous a pris beaucoup de temps pour qu'il soit mis en place. Donc, de l'autre côté, en fait, ça risque aussi, cette raison-là, en fait, ça risque aussi d'être une des raisons de l'impopularité en fait, du produit. Parce qu'entre-temps, il y a peut-être d'autres concurrents qui ont conçu un logiciel moins robuste que le nôtre, mais il répond mieux aux exigences des clients, en fait. Donc, de l'autre côté, si on ne crée pas un logiciel ou on crée un logiciel non robuste, ben on va avoir plein d'incidents en prod, donc on va perdre des clients et on va perdre de l'argent. Donc, comme vous le voyez, en fait, la qualité logicielle, elle est très importante, sauf qu'elle n'a pas un coût négligeable. Donc, il faut toujours savoir faire l'équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'on a des méthodologies agiles pour garder cet équilibre-là, telles que le triangle QCD. Donc, le triangle QCD, c'est une méthodologie agile qui permet de planifier et de gérer un projet d'une manière la plus efficace possible en gardant en équilibre 3 facteurs. Donc, premier facteur, les 3 facteurs, c'est la qualité, le coût ou la rapidité.
de livraison. On peut dire aussi délai pour le D. Donc, avec le triangle QCD, ils disent que si on prend en considération que deux facteurs, par exemple, si on prend en considération que la qualité et le coût, on va avoir une livraison très lente, donc un time to market très lent, c'est pas bon. Pareil, si on prend en considération que la qualité et la rapidité, on va avoir un produit final très coûteux, et ce n'est pas le but. Et finalement, si on ignore carrément la qualité, on garde en équilibre le coût et la rapidité de livraison, ben on va avoir un produit de très mauvaise qualité, et du coup, on va perdre de l'argent. Donc, le triangle QCD, c'est une méthodologie qui a apparu, je pense, pendant les années 90, sauf qu'aujourd'hui, on a pas mal d'autres pratiques beaucoup plus modernes pour faire ce genre d'équilibre, telles que les métriques DORA. Donc, DORA pour dire DevOps Research and Assessment. En fait, pour que ça soit plus clair, en fait, DORA, c'est une start-up qui a été fondée par un groupe de DevOps. Ce groupe de DevOps, c'est le même qui ont écrit en fait le livre Accelerate. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Accelerate. Donc, DORA a été créée dans le but d'utiliser les recherches, de mieux utiliser les recherches de ce groupe de DevOps pour mieux analyser en fait les bonnes pratiques et les procédures nécessaires à une entreprise ou à une équipe pour améliorer ses performances, que ce soit dans le développement ou dans la livraison logicielle. Pour info, DORA a été racheté en 2018 par l'équipe Google Cloud. C'est une information importante. Donc avec DORA, il s'agit de garder en équilibre deux facteurs. La fiabilité, ou la qualité logicielle si on veut faire une projection par rapport au triangle QCD. Et le deuxième facteur, c'est le rendement de l'équipe ou la rapidité de livraison. Donc comme vous le voyez ici, en fait, il n'y a pas de notion de coût en fait, qui est explicite. Ce n'est pas comme le triangle QCD, parce que pour DORA, en fait, avec DORA, ils disent que le coût il est déjà intégré dans cet équilibre entre la fiabilité et le rendement. Comment? En fait, parce que lorsqu'on a un logiciel de qualité, donc on va avoir moins d'incidents en prod, donc on va gagner de l'argent, et on va livrer plus rapidement. De l'autre côté, si on a une livraison rapide, on va livrer de la valeur ajoutée plus rapidement, donc on va gagner plus d'argent, et on va avoir au final un produit de qualité. Maintenant, ce qui est intéressant avec DORA par rapport au triangle QCD, c'est qu'avec DORA, on a un framework de mesure qui va nous permettre de mesurer en fait, cet équilibre entre le rendement et la fiabilité. Et du coup, c'est un framework qui permet en fait, de mesurer la performance de l'entreprise. Donc, avec DORA, en fait, on a 4 métriques, 2 métriques de qualité et 2 métriques de rapidité. On commence par les métriques de rapidité. Donc, première métrique, c'est la fréquence de déploiement. C'est le nombre de déploiements réalisés par une équipe dans une période T. Deuxième métrique, c'est le délai d'exécution des changements, ou le lead time. C'est le temps pris par une équipe pour mettre en prod un changement sur le produit. Troisième métrique, cette fois, c'est une métrique de qualité. C'est le délai moyen de rétablissement, ou le mean time to recovery. En gros, c'est le temps pris par une équipe pour mettre en prod un correctif d'un incident sur le produit. Et quatrième et dernière métrique, c'est le taux d'échec de changement ou le nombre de déploiements qui a causé un incident en prod. On peut calculer cette métrique en divisant le nombre d'incidents par le nombre de déploiements qui ont été réalisés. Et c'est une métrique très importante qui peut montrer que lorsque on met des délais très serrés dans une équipe pour livrer des changements rapidement, ben, on va finir avec des problèmes et des incidents inévitables. Maintenant, selon le State of DevOps, le State of the DevOps, c'est le rapport annuel publié par l'équipe Google Cloud sur les pratiques DORA. Donc, selon State of DevOps, ils disent que les entreprises qui ont eu de meilleurs scores sur les métriques DORA, ou les entreprises high performers, ils les appellent comme ça, ils ont réussi de passer plus de 44% de leur temps à créer de nouvelles features. Donc, ils ont réussi à utiliser leur temps d'une manière plus efficace pour produire de la valeur ajoutée par rapport à d'autres boîtes. Maintenant, la question qui se pose, comment on peut améliorer les métriques DORA, en fait, ou les scores sur les métriques DORA? Donc, pour répondre à cette question, je reviens sur le livre Accelerate, qui a été écrit par les fondateurs de DORA. Dans ce livre, en fait,
Ce groupe de DevOps, en fait, il liste 24 capabilities. Ils les appellent Capabilities Accelerate. Et ils disent que pour améliorer les scores sur les métriques d'Aura, il faut tout d'abord améliorer en fait les scores sur les 24 Capabilities Accelerate. Et dans le livre, ils groupent ces capabilities en fait en 4 catégories. Donc, première catégorie, c'est les capabilities techniques. Donc, il s'agit de l'intégration continue, déploiement continu, tout ce qui est automatisation des process. Deuxième catégorie, c'est plutôt la catégorie des capabilities de monitoring et observability. Là, il s'agit plutôt de la création de tableaux de bord de suivi en temps réel, la création des métriques de performance, etc. Troisième catégorie, c'est les capabilities de process. Il s'agit de la gestion agile du travail avec le management visuel, etc. Et finalement, dernière catégorie, c'est les catégories des capabilities culturelles. Là, il s'agit de la mise en place de la culture de partage, d'apprentissage et de communication entre les équipes. Donc, on ne va pas rentrer en détail sur les capabilities de Accelerate. Par contre, je vous recommande de voir le livre ou de lire le livre ou de voir la conférence de Geoffrey Graveau pendant le Devoxx 2023, qui a très bien expliqué les différentes relations et corrélations entre les différentes catégories de Capabilities Accelerate. Donc, je vous ai mis un lien sur sa conférence sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Et maintenant, vu que la notion de qualité logicielle est plus claire pour nous, en fait, je vais vous donner, je reviens sur la question de tout à l'heure. Tout à l'heure, on s'est dit à quel moment on peut dire que le développeur il a franchi la limite de l'over-engineering. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples concrets dans le code et on va réfléchir ensemble pour répondre à cette question. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, le code qui permet d'afficher un message sur l'écran. Tout à l'heure, le développeur il a défini un message de type chaîne de caractères. Par contre, cette fois, il n'a pas défini un type pour le message dès le départ, il a créé plutôt un message de type générique T. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit cette méthode elle est censée être utilisée partout dans le code pour afficher le message, peu importe son type. Donc le message il peut être de type chaîne de caractères, un entier, un booléen, ça peut être tout. Donc ici, en fait, le développeur, la logique elle est bonne, sauf que en fait, les développeurs ils savent très bien que les types génériques ne sont pas très intuitifs. Donc, pour un code simple qui permet d'afficher un message sur l'écran, ça passe. Par contre, si je remplace ce code avec une logique métier beaucoup plus compliquée, on risque en fait d'avoir un code illisible et très compliqué à maintenir. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'utiliser les types génériques, c'est un outil très puissant, mais il faut vraiment utiliser les types génériques lorsqu'on en a besoin. Ici, le développeur, il n'avait pas besoin d'utiliser les types génériques, parce que dans chaque langage, on a des méthodes natives qui permettent, en fait, par exemple, pour Swift, pour afficher un message de type primitif, il suffit d'utiliser print, et pour afficher un message de type référence, il suffit d'utiliser dump, tout simplement. Deuxième exemple, c'est la sauvegarde inutile des données dans la base de données. Là, il s'agit plutôt, en fait, des tâches de configuration, de migration de base de données entre les différents environnements qui sont des tâches sensibles et très risquées. Donc, pour diminuer le risque, les développeurs ils ont toujours tendance à sauvegarder au maximum les données en fait, pour gérer tout ce qui est cas imprévu. Donc, je vais vous donner un exemple d'un site e-commerce type Amazon. Donc, sur ce site e-commerce, on a une base de données qui contient 3 tables pour simplifier. Une table client, une table commande et une table produit. Le jour où on aura besoin d'afficher les coordonnées du fournisseur du produit, on aura besoin de rajouter une table supplier ou fournisseur. Et dans cette table-là, on va avoir toutes les informations du fournisseur, donc son nom, son adresse, numéro de téléphone, adresse email, mais aussi on va avoir des données qui ne vont jamais être utilisées par notre système, telles que le nom du propriétaire de la boîte et la date de la création de l'entreprise. Donc ce genre d'informations, il ne va jamais être affiché sur notre site, donc il ne faut jamais le stocker. Parce que d'une part, on risque de perdre de l'espace de mémoire de stockage côté cloud, et d'une autre part, ce genre d'informations risque de ralentir et de complexifier par la suite en fait, les prochaines tâches de migration. Troisième exemple, c'est l'application inutile des concepts de qualité ou la mauvaise application des concepts de qualité. Dans le
dans le développement logiciel, on a pas mal de bonnes pratiques et des concepts qui permettent d'améliorer en fait la qualité de code, tels que les principes solides, l'encapsulation, les design patterns, le dry, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de 2 classes qui ont presque un code identique. Donc une classe customer ou client et une classe vendor. Donc les 2 classes, ils ont les deux en fait un identifiant, une adresse physique, un bill rate ou un taux de TVA en français. Et les deux aussi, ils ont des méthodes qui permettent de changer l'adresse, une méthode pour changer aussi le bill rate ou le taux de TVA, et ils ont un constructeur en fait identique. Donc la seule différence entre les 2 classes, c'est la ligne 14. En fait, pour les clients, on a une liste d'invoices ou bons de commande. Par contre, pour les vendors, ils ont plutôt une liste de factures, ce qui est normal, avec une méthode qui permet de rajouter une facture à la fin, etc. Donc ici, un bon développeur, qu'est-ce qu'il va faire? Je dis bien un bon développeur, hein. Il va dire, on a un code dupliqué. Je vois des gens qui me disent ça. Du coup, il va dire, on a un code dupliqué. Il vaut mieux en fait mettre ce code en commun entre customer et client, entre customer et vendor, dans une implémentation partagée. Donc il va créer une nouvelle classe, company, il va mettre dedans tout le code en commun entre customer et vendor. Après, il va réutiliser cette classe company. Donc customer, il va hériter la classe company, donc il va hériter tout le code en commun. Pareil pour vendor. Et il va mettre le code spécifique de chaque classe. Donc pour customer, il va mettre la liste des invoices sur la liste des bons de commande avec la méthode qui permet de rajouter un bon de commande. Et pour les vendors, il va mettre la liste des factures avec la méthode qui permet de rajouter une facture. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien. Il n'y a pas de souci, le développeur il a bien fait son boulot, il a même appliqué une bonne pratique qui s'appelle Dry. Dry, théoriquement c'est simple, c'est Don't repeat yourself. Il s'agit de centraliser toutes les connaissances et la logique métier commune entre les différents composants de code dans une implémentation partagée. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci, jusqu'au jour où le PO du développeur il va lui demander en fait, de modifier la manière comment on calcule le bill rate ou le taux de TVA, parce que peut-être dans un autre pays, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, dans un autre pays, peut-être les clients ne payent pas exactement le même taux de TVA que les vendeurs, par exemple. Donc là, le développeur il va se rendre compte qu'il n'a pas prévu les choses comme ça. Parce que pour lui, en fait, le bill rate, la méthode qui permet d'afficher ou de calculer le bill rate, c'est un composant commun entre le customer et le vendor. Donc il va se rendre compte que cette petite modification qui est très simple va lui coûter un petit peu plus cher parce qu'il doit faire un refacto déjà sur la classe mère pour que en fait, l'implémentation soit réalisée plutôt dans les classes filles au lieu d'avoir une implémentation commune dans la classe mère. Donc c'est un petit peu la composition. Ici, d'après vous, qu'est-ce qu'il a mal fait le développeur? À part le fait qu'il n'a pas choisi côté technique en fait, entre héritage et composition, ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'il a mal fait dès le départ, en fait, lorsqu'il a décidé de faire le refacto? Merci. Tu étais trop rapide. Vas-y. Du coup, il disait, c'est pas grave, il disait que il n'a pas regroupé en fait la logique métier. Il a raison. Merci. Du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai donné la définition de Dry. Il s'agit de regrouper les connaissances et la logique métier commune entre les composants, pas le code en commun en fait. Ici, le développeur, il a vu qu'il y a un code en commun, donc il a dit c'est pareil, on va mettre ça dans une implémentation commune. Or, il n'a peut-être même pas posé la question à son PO. Après, je ne dis pas qu'il faut poser la question à votre PO à chaque fois que vous allez réaliser un refacto ou prendre un choix technique. Il ne faut pas le faire. Sinon, en fait, le Dry, il est très important pour garder une certaine cohérence dans le code, on est d'accord, sauf que lorsqu'il n'est pas orienté business, il risque de créer plein de couplages, forts couplages et des dépendances inutiles dans le code. Donc, dans ce cas, le développeur, au lieu de créer une grande logique métier commune à toutes les actions, il fallait juste créer une logique métier commune partagée, telle que les helpers, les utility codes, qui sont indépendants de la logique métier, et garder des logiques spécifiques pour chaque action. Des logiques métier spécifiques pour chaque action, tout simplement. Donc, tout ce que je viens de dire pour le dry code s'applique aussi sur les bases de données, les plans de test, les pipelines CI/CD, l'infra, la documentation
Oui, même la documentation, parce que lorsqu'on n'a pas une documentation dry, on risque d'avoir plein de confusions qui peuvent mener même à des mauvaises implémentations dans le code après. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette partie de documentation, l'organisation des documentations. Maintenant, quelles sont les vraies raisons de l'overengineering? À part le fait qu'on adore, nous les développeurs, on adore mettre en place les grandes pratiques, les grands concepts de qualité, les design patterns, à part ça, quelles sont les raisons profondes de l'overengineering qui ne sont pas techniques? Tout d'abord, première chose, c'est le manque des objectifs clairs. Parce que c'est le rôle du PM de définir des objectifs à son équipe. Parce que si les développeurs ne savent pas où va le produit, ils ne seront pas capables de trouver les moyens pour y arriver. Deuxième raison, c'est la mauvaise priorisation du backlog. Pareil, si le PM ne sait pas quelles sont les features qui sont les plus adaptées aux besoins de ses clients, à son marché, les développeurs aussi ne seront pas capables de définir quelles sont les tâches et les demandes qui méritent en fait une attention immédiate. Troisième raison, c'est la mauvaise communication, parce qu'il faut définir les objectifs, les priorités du backlog, mais aussi il faut les bien communiquer dans l'équipe. Quatrièmement, c'est les vagues échéances. C'est lorsqu'on donne beaucoup de temps à une équipe pour développer des features, donc les développeurs ils vont trouver le temps pour faire l'overengineering. De l'autre côté aussi, il ne faut pas non plus mettre des délais irréalistes ou très serrés, sinon les développeurs ils vont trouver des hacks qui ne sont pas durables dans le temps. Alors, l'overengineering n'est pas que tech. On peut malheureusement trouver de l'overengineering dans les organigrammes, dans l'organisation des équipes aussi. Donc, je prends un exemple d'une start-up qui, dès le départ, a imité une organisation d'une grande boîte. Donc, il s'est retrouvé avec une organisation très complexe, avec plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc, ce genre d'organisation, il n'est pas favorable à l'agilité déjà. Il étouffe l'innovation et surtout l'esprit d'initiative. Parce que ici, un individu, s'il a une bonne initiative à mettre en place dans son équipe ou sur son projet, il doit valider avec X, X doit remonter à Y, Y doit demander à Z, et c'est très compliqué. Donc au lieu de prendre ce genre d'organisation, il faut plutôt mettre en place des organisations plates, simples, qui favorisent en fait l'agilité, l'esprit d'initiative et surtout la culture de responsabilité, d'appropriation. Pareil, on peut trouver aussi de l'overengineering dans les process et la manière comment on gère notre projet. Je reprends le même exemple d'une start-up qui a adopté dès le départ des méthodologies très lourdes telles que Scrum et SAFe, qui sont des méthodologies très excessives, surtout pour une équipe de petite taille. Donc, au lieu de choisir Scrum et SAFe, par exemple, il fallait juste choisir d'utiliser Kanban et Lean, qui sont deux méthodologies en fait plus adaptatives et plus flexibles qui permettent à l'équipe de pivoter en fait au cas de besoin, selon le contexte, etc. Donc, appliquer l'overengineering dans une équipe ou entreprise n'est pas sans conséquence, malheureusement. Donc, lorsqu'une entreprise fait de l'overengineering, elle va avoir sûrement des cycles de développement beaucoup plus longs. Et lorsque je dis cycle de développement, ça veut dire le temps pris pour écrire le code, mais aussi le temps pris pour tester ce code. Donc, ce qui va impacter directement le time to market, qui va être beaucoup plus long par rapport à ses concurrents. Et lorsqu'on a des cycles de développement plus longs, le développement et le test va coûter aussi plus cher, et même l'infra, elle va avoir des coûts plus importants en fait. Comme on a vu tout à l'heure, l'overengineering ne permet pas malheureusement d'améliorer la qualité de code, c'est tout à fait l'inverse. On risque d'avoir du code de très mauvaise qualité à cause de la dette technique et très compliqué à maintenir et à faire évoluer. Et finalement, la conséquence extrême de l'overengineering, c'est lorsque l'entreprise sera incapable à atteindre son product market fit. Le product market fit, c'est un indicateur qui permet en fait de mesurer l'adéquation du produit avec le besoin de ses clients et son marché.
C'est un indicateur très important pour calculer le taux de satisfaction des clients. Voilà, maintenant pour conclure, j'aimerais bien lister en fait les différents tips à mettre en place pour éviter l'over-engineering. Donc on commence par les tips d'un point de vue organisation produit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose. Donc, je vais le lister pour vous, alors. Donc, la première chose, il faut définir des objectifs et des priorités claires dans le backlog et il faut les bien communiquer à tout le monde. Deuxièmement, il faut définir des délais réalistes, pas de vagues échéances, ni de délais serrés. Troisièmement, il faut mettre en place une organisation simple et efficace qui favorise l'agilité et l'esprit d'initiative. Et finalement, le plus important, c'est de mettre un framework de performance dans l'équipe, tels que Dora, Space, il y en a d'autres frameworks que je n'ai pas listés qui sont intéressants aussi. Et maintenant, d'un point de vue développeur, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'être dogmatique. Il faut toujours avoir du recul, en fait. On décide de prendre un choix technique, il faut toujours lister les inconvénients et les avantages de chaque solution. Pour avoir du recul, il faut aussi même écouter en fait, l'avis d'autres développeurs. Deuxièmement, c'est le YAGNI, ou le You're Gonna Need It. Là, il s'agit d'arrêter d'être obsédé par la gestion des imprévus. Et au lieu de gérer l'imprévu, il faut plutôt en fait, se focaliser sur les besoins immédiats, au lieu de se focaliser sur les besoins qu'on n'en aura pas besoin dans le futur. Et finalement, c'est le KISS, Keep it simple and stupid, parce que le mot clé en fait, de la qualité, c'est toujours la simplicité. Donc pour les références, je vous ai déjà parlé d'Accelerate. Et un autre livre très important pour les développeurs, c'est un livre qui s'appelle The Pragmatic Programmer. Il permet en fait de lister les cas d'usage de bonnes pratiques avec des exemples concrets dans le code. C'est un livre très intéressant. Pareil, je vous listais quelques références sur site internet, par exemple le State of DevOps, etc. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci JN, c'était très instructif. On a un petit peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas. Ah, il y a une question. Merci. Vous parliez de mesurer la qualité. Est-ce que vous avez, à votre connaissance, des matrices de maturité pour pouvoir répondre en fait, et suivre cette évolution? En fait, dans les rapports State of DevOps, il y a des statuts de maturité. C'est ce que j'ai dit. En fait, il y a des catégories en fait, d'entreprises. Il y a les high performers qui ont des scores très élevés. Il y a d'autres catégories, je ne sais pas les détails, mais ça existe. En fait, il faut regarder State of DevOps ou lire Accelerate. Okay. Là, il y a des catégories d'entreprises, etc. Okay. Par score. Ça marche, merci. D'autres questions? Ouais, c'est la première fois que j'entendais parler, merci pour la conférence, c'était vraiment cool. Et c'est la première fois que j'entends parler de product market fit et tout ça, donc en fait ça vient d'où? D'une pratique ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment des métriques ou des frameworks qui viennent avec ça en fait? Le product market fit, en fait, c'est généralement utilisé par l'équipe produit pour mesurer, en fait, avec des questionnaires, des choses comme ça, en fait, ils prennent des échantillons, en fait, de clients et ils mesurent, en fait, si le client il est satisfait ou pas, en fait, par le produit. Est-ce qu'il répond? En fait, il y a plusieurs catégorisations. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Ils catégorisent, en fait, les questions sur les fonctionnalités, sur la simplicité d'utilisation du produit, sur plein d'autres choses, en fait. Et là, eux, en fait, ils peuvent avoir le score de product market fit. C'est basé surtout sur les questionnaires, en fait. Merci. Merci pour la présentation.
Je voulais savoir, je vois que tu as très peu parlé des principes de software craftsmanship, de solide, etc. Et je voulais savoir si c'était un choix de ta part ou si tu avais aussi des convictions sur l'over engineering là-dessus. C'est une très bonne question en fait. La présentation, elle n'était pas faite pour apprendre aux développeurs de développer. Je pense que vous savez tous développer. Le but, c'était vraiment de donner un point de vue en fait sur comment on doit raisonner en fait lorsqu'on crée des refactos, on prend des choix techniques. Il ne faut pas être orienté tech for tech seulement en fait. Il faut toujours être orienté business. C'est le plus important. Au final, nous, on développe pour les clients, pour le produit. On ne fait pas juste la tech. C'était déjà en fait le but de la présentation et j'ai voulu en fait que ça soit accessible à tout le monde. C'est pour ça que je suis pas, même les exemples, si vous avez vu, c'est des exemples très simples et c'est exprès. Le code il est très léger pour éviter de perdre d'autres profils en fait. Merci. Merci pour la conf. Moi j'ai une question, c'est puisque tu as parlé du produit qui devait donner des directions, des objectifs clairs, si ce n'est pas le cas, comment on fait nous en tant que développeurs pour que ce soit clair? Il faut forcer. À part râler, il n'y a pas de solution. Franchement, en fait, moi personnellement en tant que dev, en fait, je pose beaucoup de questions sur les tickets lui-même. En fait, il ne faut pas poser des questions à l'oral, déjà, ça c'est à éviter. Mais je pose beaucoup de questions sur les tickets. Mais franchement, même si le développeur il est conscient, même s'il pose des questions, lorsque le produit n'est pas très clair en fait, sur les besoins, sur l'expression de besoin elle-même, en fait, c'est très compliqué. Je pense il faut sensibiliser les gens. Voilà. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Quand tu tombes justement dans le code sur une partie qui est over-engineerée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des pratiques de correction et de partage avec tes équipes? C'est une très bonne question aussi, merci. Donc, déjà, en fait, pour éviter ce genre d'over-engineering, on a déjà les code reviews. Et même avec les code reviews, parfois on risque d'oublier, de ne pas voir le code en question, etc. Donc nous, dans mon équipe, on a un outil qui s'appelle PackMind. Il est basé sur l'intelligence artificielle. Et dedans, en fait, on liste toutes les bonnes pratiques de l'équipe, les design patterns pour implémenter les factories, il faut faire ça, etc. Donc on liste au fur et à mesure. Et lui, il détecte, en fait, dès que le développeur il n'a pas en fait utilisé le bon design pattern pour implémenter une certaine partie, lui il détecte, il met un commentaire automatiquement sur la MR. Ça aide les autres développeurs aussi de voir les choses. Mais j'avoue, en fait, on ne peut pas couvrir le code à 100%. Du coup, il faut sensibiliser. Personnellement, lorsqu'on choisit une manière pour implémenter un composant ou quoi que ce soit, généralement, on prend une décision ensemble, en fait. On liste les avantages et les inconvénients. Il faut que les développeurs et adoptent ce genre d'implémentation avant qu'ils commencent à développer. Donc voilà. C'est vraiment la co-création, la première chose, les code reviews, et peut-être pourquoi pas ne pas mettre un outil qui va aider en fait aussi les développeurs pour voir ce genre de problème. Merci. Moi, la question par rapport à cet outil-là, c'est est-ce que du coup, il sort des métriques éventuellement? Parce que à partir du moment où on tombe sur un produit surconçu, ça va être qui du coup a probablement coûté très cher. Ça va être très compliqué de vendre la rétroconception, la simplification auprès du métier. Donc, avec des métriques, ce sera plus facile d'appuyer ça. Alors, PackMind, il ne fait pas de métriques. C'est juste un outil qui détecte les bonnes pratiques, il les propose aux développeurs et tout. Mais je pense qu'il y a Sonar en fait qui peut, par exemple, nous on a SwiftLint qui calcule la complexité du code, par exemple, mais on ne peut pas malheureusement détecter tout en fait. On ne peut pas automatiser tout. Il faut quand même une intervention humaine à chaque fois en fait. On ne peut pas. Non. Bonjour, merci pour la présentation. Tout ce qu'on voit ici sur l'over-engineering pour qualifier en fait son niveau d'over-engineering, est-ce que ce ne serait pas un bon moyen d'intégrer des
personnes un peu vertes dans le métier, typiquement des stagiaires, des alternants, qui eux n'ont pas d'expérience et grâce à leur feedback, on se rend vite compte derrière s'ils sont complètement perdus. Et dans ce cas-là, c'est de notre faute, potentiellement à cause de ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Du coup, généralement, en fait, peu importe le profil, en fait, que ce soit junior ou senior, déjà, en fait, moi, personnellement, dès qu'il y a une personne, pendant l'onboarding de la personne, je pose toujours cette question, en fait, qu'est-ce que vous en pensez du code ? Est-ce que tu as vu des zones d'ombre dans le code où c'est très compliqué à comprendre, etc. Est-ce que tu as des feedbacks sur l'implémentation ? Est-ce que tu vois qu'il y a d'autres choses qu'on peut améliorer, etc. Généralement, j'utilise l'onboarding pour avoir ce feedback pour des gens en fait, qui sont vraiment à l'extérieur de l'équipe et qui viennent découvrir en fait, le code. Mais les juniors, j'ai pas essayé de faire ça. Peut-être c'est une bonne idée de le faire dans l'avenir. D'autres questions ? Eh bien, merci JN. Je t'en prie. Du coup, si vous avez des feedbacks.